Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 286, et je voulais commencer par vous poser une question. Avez-vous la sensation de stagner dans vos chronos, de ne pas donner tout votre potentiel en course? Et si la science pouvait vous venir en aide? Nous allons, dans l'épisode qui va suivre, aborder des stratégies qui sont scientifiquement prouvées pour optimiser vos performances en compétition lors de ce fameux jour J. Je reçois aujourd'hui deux invités habitués du micro et du podcast À côté de mes pompes, en la personne de Fabrice Kuhn, médecin du sport et triathlète, et Xavier Téchenet, kiné du sport, trailer et également mon entraîneur. Après un premier ouvrage écrit en commun et sorti il y a 1 an, où il nous avait éclairé sur les bases des sports d'endurance, c'est aujourd'hui le tome 2 de la science de l'endurance que Xavier et Fabrice viennent nous présenter avec 32 stratégies spéciales compétition. Ce qui est écrit dans ce livre, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, c'est en tout cas la promesse faite par les deux auteurs. Au cours de notre échange, nous allons parler stratégie de course, préparation mentale, nutrition ou encore l'adaptation physiologique pour que vous puissiez performer au meilleur de votre potentiel. Que faut-il absolument maîtriser pour optimiser son endurance en compétition? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers cet épisode. Fabrice et Xavier vous partagent leurs connaissances, leurs expériences et surtout leurs conseils sans filtre pour que vous puissiez progresser sans vous perdre dans un océan d'informations parfois contradictoires. Alors un grand merci à Fabrice et Xavier pour notre échange à 3 voix qui en appellera sans doute d'autres. La science de l'endurance, volume 2, optimiser vos performances en compétition. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et je vous invite à me laisser un petit mot sur Spotify, Apple Podcast si vous avez des questions ou des commentaires à me transmettre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fabrice, bonjour Xavier, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux à nouveau sur le podcast À côté de mes pompes. Après un premier épisode où nous avions parlé de cette science de l'endurance, c'était à l'occasion de la sortie du tome 1, donc aux éditions Thierry Soucard. Aujourd'hui, on va aborder le tome 2, un petit peu différent puisque vous nous proposez des stratégies spéciales compétition. On va parler de la santé, bien évidemment, du mental, mais également de l'alimentation. Alors les garçons, soyez les bienvenus. Et puis, comme d'habitude, même si bon nombre d'auditeurs, vos aficionados vous connaissent, on va peut-être quand même rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, de façon à peut-être faire le focus sur de nouveaux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Je te laisse te présenter en premier, Xavier. Comme tu veux. Allez, Xavier Téchenet, 43 ans, papa de 2 enfants, kiné de formation. Je suis entraîneur depuis une dizaine d'années et ça fait un peu plus de 3 ans que je collabore au sein de la structure Ibex Outdoor, qui est une agence d'entraînement où on fait de l'entraînement personnalisé avec les planifications, les suivis. On propose des masterclass pour les abonnés. Enfin voilà, on a vraiment une belle équipe qui s'est constituée autour d'un petit noyau au départ. Et maintenant, on est 9 entraîneurs et on couvre tout ce qui est trail, course sur route, triathlon et cyclisme. Donc c'est à moi maintenant. Donc C'est voilà. À toi, et bonjour à vous deux. Et Fabrice Kuhn. Donc moi je suis un ami de Xavier. Ça fait des années qu'on est amis maintenant. D'où le projet. J'ai 52 ans, je suis médecin du sport et je suis triathlète, papa de 2 enfants comme Xavier. Je suis spécialisé, particulièrement intéressé par les sports d'endurance, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la façon de me préparer et de voir comment la science peut nous aider. Et nous sommes amis avec Xavier maintenant depuis de nombreuses années. Cet ouvrage, les garçons, vous l'aviez déjà envisagé, ce tome 2? Il était déjà dans vos idées ou il y avait déjà des choses qui avaient été rédigées en vous appuyant bien évidemment sur la science? C'est ce que tu as évoqué, Fabrice. Alors, on avait déjà des idées, on avait déjà des chapitres écrits, on avait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à dire.
Et donc, c'était la suite logique. On avait fait un premier tome qui était plutôt centré sur l'entraînement. Et le deuxième tome était du coup plutôt centré sur la compétition et son approche. Donc, les 8 dernières semaines. Mais bon, ça mijotait progressivement depuis des années. Donc, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Ce tome 2, par contre, ne propose pas des plans d'entraînement. Les auditeurs ne pourront pas trouver des planifications de leur entraînement. C'est vraiment des stratégies que vous avez choisies, 32 précisément, pour la compétition. Non, il n'y a pas de recette toute faite dans le livre par rapport à l'entraînement. Il y a des sites qui font ça très bien. Il y a des algorithmes maintenant ou des IA qui font ça bien pour des choses voilà qui sont qui sont récupérées telles quelles. Non, on est vraiment sur des chapitres qui parlent de les différentes stratégies pour arriver prêt pour la course, que ce soit l'entraînement à l'altitude, que ce soit l'affûtage, que ce soit voilà sur l'hydratation, comment bien gérer l'aspect en course. Mais non, il n'y a pas de plan déterminé ou ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, je pense que ni Fabrice ni moi ne sommes fans des trucs préétablis. Mais bon. Non, notre but, c'est plutôt d'autonomiser les gens, en fait. C'est de leur donner les solutions pour les autonomiser plutôt que de les diriger. Ouais, ou comprendre pourquoi leur entraîneur leur fait faire ça. Aussi. Ouais. Pourquoi il leur fait faire ça de façon erronée aussi, parfois. Ouais, c'est ça. Alors, vous offrez quelques renvois de ce tome 2 vers le tome 1, c'est-à-dire que les deux sont complémentaires. On peut commencer par le tome 2 sans avoir lu au préalable le premier tome de cette science de l'endurance. On peut commencer par n'importe quel chapitre du tome 1 ou du tome 2 et filer et suivre son cheminement au travers des deux livres ou d'un livre, parce que c'est plus facile d'en lire un d'affilée, mais le but, c'est de faire son cheminement en fonction de ses connaissances, de ses envies, de son moment, de ces choses comme ça. Et effectivement, rien n'est isolé. En fait, de toute façon, ton organisme, ta façon de fonctionner, c'est pas une chose, c'est un ensemble de choses qui vont dans un sens ou dans un autre, mais c'est un ensemble de choses qui fonctionnent ensemble et qui fait que toi, tu es performant, toi, tu te sens bien dans ta peau. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont se chevaucher, agir en synergie, qui vont te faire devenir ce que tu es. Sur le plan de l'écriture, comment vous avez fonctionné? Parce que Xavier, toi, tu es outre-Atlantique. Merci d'ailleurs d'avoir mis le réveil un petit peu plus tôt ce matin pour venir échanger tous les trois donc autour de ce podcast. Le temps de l'écriture, est-ce que c'est compliqué quand vous n'êtes pas face à face? Est-ce que vous avez eu des deadlines par rapport à l'éditeur qui est peut-être tenu, lui, par des objectifs un petit peu plus commerciaux? L'écriture, ça a été compliqué, difficile, ou est-ce que c'est vraiment un plaisir que d'aller fouiller, chercher, expérimenter toutes ces thématiques autour de la course à pied et des sports d'endurance? L'avantage aujourd'hui avec tout ce qui est Drive, Dropbox, Cloud ou autre, c'est qu'on peut travailler en total désynchronisé et avoir un partage des chapitres pour qu'il y ait de la relecture possible, pour qu'il y ait de la correction possible et pour qu'on puisse enrichir l'un l'autre sur ce qui a été fait en termes d'écriture, quoi. On est quand même aujourd'hui sur des grandes facilités. Je pense qu'il y a 15 ans, ça aurait pas été possible de collaborer comme ça. Déjà, ne serait-ce que région parisienne, région toulousaine à l'époque, ça aurait été compliqué. Alors aujourd'hui, on n'en parle même pas de pouvoir faire ça. Mais Fabrice, si tu veux compléter par rapport à... L'avantage de ce livre par rapport aux autres que j'avais écrits auparavant, c'est que ce livre, c'est plein de chapitres qui sont dépendants les uns des autres, mais que tu peux écrire de façon indépendante. Donc, tu peux te focaliser sur un chapitre. Et d'ailleurs, quand tu écris un chapitre, déjà, tu penses au suivant et tu sais lequel tu vas faire après. Donc, en fait, c'est un cheminement naturel. En plus, on a chacun nos affections. Donc, il y a des chapitres où Xavier se sentait mieux, des chapitres où moi je chantais mieux. Et puis et puis après on se regroupe et de toute façon on relit et puis on partage. Et de toute façon, il y a aussi l'avantage, c'est que finalement l'autre côté plaisant, c'est que on sait des choses tous les deux et on sait qu'il y a des choses qu'on sait pas tous les deux et qu'il faut qu'on aille rechercher et qu'on complète. Et du coup, il y a beaucoup de partage et il y a beaucoup d'avancées parce que tu as une autre vision qui t'aide à le faire. C'est un peu rassurant en fait. Et toi, comment tu l'as vu, comment tu l'exploites, et voilà. Et on a notre côté pratique, notre côté théorique tous les deux qu'on peut entremêler. Et en fait, le fait de faire un chapitre, c'est plus simple c'est moins effrayant
que d'écrire un livre. Complètement. Parce que C'est moins vertigineux, ouais. Moi, pour qui c'était la première expérience d'écriture, au-delà de petits articles de blog ou de petits trucs pour des magazines, c'est vrai que c'était moins effrayant le chapitre que se dire qu'il faut s'y coller pour 200, 300 pages avec les illustrations ou autre. Ouais. En revanche, c'est un livre qui a été très long, les deux a été très long à écrire, donc ça demande une rigueur et de travail d'y aller régulièrement, quoi. Ça prend du temps. Pour chaque chapitre, comment vous avez fonctionné ? Vous partez d'un constat, d'une question que vous avez pu vous poser ou que vous avez vue à de nombreuses reprises dans vos athlètes, dans les personnes que vous avez pu côtoyer. Derrière, comment vous allez procéder pour étayer ces différentes réponses que vous avez formulées dans ces chapitres ? Alors je sais pas si je réponds exactement à la question, mais il y a toujours un plan de marche dans les chapitres qui est sur c'est quoi les croyances, une introduction, quelles sont les croyances autour d'un chapitre, qu'est-ce que dit la science, et après nos recommandations et des partages d'expériences d'experts. Donc on a essayé de construire chaque chapitre comme ça pour que ce soit le plus facile à lire et que ça nous permette en même temps, nous, de confronter à ce qu'on savait déjà, aller vers la science pour essayer d'apporter le maximum d'infos, le maximum de praticité pour les lecteurs. En complément de ce que dit Xavier, en fait, initialement, au tout début, on a dressé une liste de chapitres chacun de notre côté, et après on a cumulé un peu ça. En fait, on a dressé une liste d'idées exploitables, d'idées de phrases entendues, d'idées d'idées préconçues, de mythes. Et on est parti de cette base-là. Après, il y a quelques chapitres qu'on a éliminés parce que soit ça nous paraissait pas suffisamment intéressant, soit on n'avait pas suffisamment de science derrière pour exploiter ce chapitre et puis pour en sortir des recommandations. Et ensuite, on a eu des chapitres qui sont venus en plus parce qu'en écrivant, on se posait une question sur un autre chapitre, sur une autre façon de faire. Et puis le temps de l'écrire, il y a eu des nouvelles questions qui sont arrivées, des nouvelles questions d'athlètes ou de sportifs ou d'auditeurs sur nos conférences qui nous ont permis de construire des nouveaux chapitres qui semblaient intéressants. Et voilà. Et je pense que le dernier chapitre, il est venu assez tard en fait. Le dernier chapitre, il est venu assez tard dans l'idée de le faire. Il y a même des chapitres qu'on a recommencé, quoi, qu'on a commencé, recommencé, ou des chapitres que j'ai avancés, que Xavier a fini, ou des chapitres que Xavier a commencé et que j'ai fini, où on avait besoin d'avoir une vision autre, en fait. Des fois, ça calait un peu sur certains sujets, ouais. Donc voilà à peu près comment on a travaillé, mais c'est vrai qu'on avait déjà une grosse liste au début. Alors, tu m'avais soumis, Fabrice, quelques chapitres qui étaient en cours d'écriture, notamment celui sur le menthol, qui a quelque peu évolué par rapport à la trame que tu m'avais passée à l'époque. Alors, est-ce que c'est aussi difficile d'écrire un livre que Xavier de faire une Transmartinique ou Fabrice de réaliser un marathon des sables ? Fab, c'est toi le plus récent, non, qui sort du marathon des sables? Ah non, le marathon des sables, c'était en 2023. Ah oui, c'est vrai. Transmartinique, déjà, il y avait plusieurs choses. C'était un retour à l'ultra, parce que mon dernier vrai ultra remontait à la Diagonale des Fous en 2019, et que pour plein de raisons, j'avais préféré couper un petit peu, surtout la préparation ultra, qui prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et ça devenait compliqué pour moi. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce que sur le papier, 134 km et 5000 mètres soient aussi longs. C'est un enfer. Ça va, j'étais adapté à la chaleur habitant aux Antilles, mais je m'attendais pas du tout malgré tout ce que j'avais lu ou autre, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi boueux, c'était vraiment le parcours qui était très compliqué, bien plus que la chaleur, parce que j'ai la chance d'habiter ici. Mais si vous cherchez à aller faire un ultra exceptionnel, très bien organisé et dur, vraiment dur, qui vaut largement 100 miles, largement 160 km, allez à Transmartinique. Mais pensez pas que c'est que 130. Ne faites pas comme moi à dire ça va, ça n'est pas que 130. Alors moi, le marathon des sables, il remonte à 2023, mais là, cette année, j'ai fait le GTVD, qui est le Grand Trail de la Vallée du Gras. C'est ça, ce que je voulais dire. Mais c'était en novembre, toi, c'était en décembre, la Transmartinique. Donc, c'est quand même toi le plus récent. Donc ouais, le GTVD, c'était vraiment super, mais par contre, c'était beaucoup moins difficile. Beaucoup moins difficile que le marathon des sables, mais t'as un côté
humain, partage et courir dans le désert qui est tellement plaisant. Après, tu as des difficultés, mais bon, ça dure une semaine, c'est pas dramatique. L'écriture, ça dure un an. Ça dure, ouais, voire deux ou trois. Si on relance la genèse du projet initial quand on en parlait au départ et qu'on n'avait pas le titre du livre, ça remonte à il y a plus que 3 ans, je pense. Hein. Plus que ça, c'était avant le Covid, à mon avis. C'était quand on est parti, tu te rappelles, à faire un trail ensemble avec Guillaume. Exact. Et c'est là qu'on a commencé à en parler. Et donc, ça devait être peut-être 2019. Ouais, ça doit être ça. Donc, ouais. Alors, pour moi, c'est compliqué de trouver les idées initiales. Mais après, une fois que je suis lancé dans le livre, ça me va. Après, si je prends un mois de pause, j'ai du mal à retrouver le rythme de l'écriture. En fait, pas le film, mais le rythme du. C'est comme un processus d'entraînement, en fait. En fait, ouais, tu te désentraînes quand t'arrêtes. Quand t'arrêtes, tu te désentraînes. Tu perds pas ta VO2, mais tu perds la fluidité, tu perds le truc. Ouais. Mais je le fais à mon rythme. Quand j'écris, je suis à mon rythme, donc c'est pas un problème. Les garçons, on va aborder quelques thématiques que des auditeurs, que des Patreons ont pu choisir, mais je voulais déjà avoir votre réflexion sur la compétition qui serait facteur de progression. Est-ce qu'il faut en passer par des courses, par des défis pour progresser dans son entraînement, dans sa condition physique? Alors, je vous laisse répondre individuellement. Oh, c'est une grosse question, ça. Est-ce qu'il faut passer absolument par la compétition ? Mais en fait, ça dépend pourquoi tu cours. Moi, je reviens toujours à cette question quand j'ai des coureurs qui veulent que je les entraîne, c'est pourquoi tu cours. Si tu cours que pour ta santé, du coup, il y aura peu ou pas de compète. Disons que la compétition va apporter de l'expérience. La compétition va apporter peut-être de la confiance en soi, des repères pour les futurs entraînements et peut-être se dire que la prochaine fois, on veut s'améliorer ou autre. Peut-être aussi que la compétition peut être un super moyen d'aller réaliser une séance à haute intensité. Un trailer qui attaque sa saison de trail ou d'ultra trail peut partir sur un début de saison avec du 10 km, un semi, un marathon, pourquoi pas, hein, s'il le souhaite. C'est pas du tout une obligation pour avoir de nouveaux repères, pour avoir une façon de s'entraîner. Mais est-ce qu'on est obligé d'en passer par là pour progresser ? Je serais pas si affirmatif. On peut prendre l'exemple, et on va en parler, celui qui a gagné l'UTMB l'année dernière, Vincent Brouillard, qui est passé relativement sous les radars de pas mal de gens avec une cote, donc un niveau donné par que ce soit l'index UTMB ou la cote ITRA. Il est arrivé, il était sous 800 ITRA, ce qui en théorie te fait terminer à la 50e place ou 60e place, et il a mis une énorme fessée à tout le monde. Donc comme quoi, il n'a pas fait tant de compètes que ça, et pourtant il a réglé absolument tout le monde à l'UTMB et créé la surprise. À mon avis, faire de la compétition, c'est quand même bénéfique parce que c'est une source de motivation, de régularité. Et effectivement, comme disait Xavier, de sortir un peu de ta zone de confort de temps en temps. Et je pense que pour notre santé, on a besoin de sortir de notre zone de confort de temps en temps. Et je dis pas tout le temps, je dis de temps en temps. Et que si tu fais toujours des petites séances de 30 minutes, par exemple, tu vas sortir un bénéfice, c'est clair, mais pas autant. Parce que ton organisme, il progresse selon les stress que tu lui mets. Donc, c'est les stress physiologiques, des stress qui sont bénéfiques tant qu'ils ne sont pas excessifs. Et si tu n'as pas ces stress, ton organisme, tu le laisses un peu stagner. Et je pense que tu as besoin de sortir un peu de ta zone de confort. Et je pense que si tu veux t'exercer sportivement pour ta santé, il faut que tu le conçoives avec un désir de progression quand même, en fait. Et plus que le côté sportif, c'est le désir de progression que tu n'as pas systématiquement si tu n'as pas de compétition derrière. Et je pense que ce qui est important, c'est comme ça, c'est d'avoir envie de progresser. Alors moi, je l'ai vu sur la période du confinement où j'étais, on va dire, plutôt à l'aise dans mon entraînement puisque j'étais un prof à la maison. Donc, j'avais mon heure de sortie autorisée chaque jour. Et puis, au sortir de ce confinement, j'avais pas forcément accroché de dossard. Et j'ai été pendant longtemps un champion de l'entraînement, mais sans avoir, comme tu l'as dit, Fabrice, cette sortie de ma zone de confort.
Xavier est intervenu, a pris en main mon entraînement et avec des objectifs placés de façon stratégique et co-construite, les saisons ont été bien meilleures derrière, alors que je pensais avoir au sortir du Covid un meilleur état de forme. Et finalement, la compétition, comme tu l'as dit, renforce la motivation et élimine, on va dire, cette situation qui peut être l'ennui ou la routine qui va s'instaurer en sortant un petit peu de cette zone de confort avec des entraînements un petit peu nouveaux. Parce que je pense, parmi vos 2 livres, là, j'ai expérimenté quand même pas mal de séances. Vous m'avez pris pour un petit cobaye parfois. Pas du tout. Mais j'ai découvert, voilà, une nouvelle façon parfois d'aborder certaines séances. Et je trouve que c'est bénéfique. Donc, je te rejoins, Fabrice, sur ce côté compétition et progression. Encore une fois, je pense que c'est aussi bénéfique. Par contre, c'est pas forcément obligatoire d'aller non plus se remplir le planning de compétition ou autre. Parce que, par contre, on a aussi l'effet inverse de gens qui font trop de compètes et qui, du coup, certainement se brûlent un petit peu les ailes à vouloir absolument mettre le plus de dossards possible à l'année. Ouais, mais du coup, ils ont pas le temps de progresser en chaque compétition. Ah ouais, complètement. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est, en fait, si tu veux, ce qui est pour moi important, c'est l'objectif de progresser. Ouais. Et donc, faut se donner le temps la disponibilité de progresser. En fait, pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est vraiment avoir le temps de progresser. D'ailleurs, moi, je fais très peu de compétitions dans l'année, finalement. Mais c'est vrai que la compétition te donne moi clairement t'en en parlais juste avant, sans l'objectif transpartinique, je me serais jamais autant entraîné, j'aurais jamais retrouvé, alors je vais pas dire un niveau, mais une capacité en tout cas à passer 25-30 heures dehors, voilà, clairement. Et par rapport à nos profils, on a tous plus de 40 ans. Est-ce qu'il est possible, vous avez un chapitre à l'intérieur de ce livre qui l'indique, progresser après 40 ans? Est-ce que c'est possible? Et j'avais une question d'une auditrice qui me demandait, est-ce que si je débute à 40 ans, il y a des facteurs de risque ou est-ce que là, je vais pouvoir également avoir une progression sur les années qui vont suivre? On progresse. Alors, si on est débutant, on peut commencer à n'importe quel âge de la vie et avec normalement, une progression qui est possible, que ce soit au niveau musculaire, au niveau cartilagineux, au niveau osseux, au niveau de tous les systèmes du corps, ça sera toujours quelque chose de positif. Maintenant, si jamais tu as été en championnat de France de cross quand tu avais 16-18 ans, que tu as absolument rien fait jusqu'à tes 35-40 et que tu reprends le sport à 40, il y a peu de probabilité que tu retrouves ton niveau quand tu avais 18 ans sur cross. Mais par contre, je pense que la capacité à progresser est d'autant plus grande que t'as pas eu un niveau qui était incroyablement élevé quand t'étais gamin, par rapport à retrouver ce niveau que tu pouvais avoir à l'adolescence ou en jeune adulte. Parce que c'est souvent aussi le problème de gens qui nous disent ah ben oui mais quand j'avais oui mais quand j'étais jeune j'étais hyper sportif. Parce que Fabrice est médecin, moi je suis kiné, donc on les a ceux-là dans le cabinet qui t'arrivent avec un petit peu d'embonpoint et tout, qui te disent oh vous savez hein, j'ai été super sportif. Ça remonte encore votre dernier effort. Ça remonte à il y a 8 ans. Mais il y a 8 ans, j'ai fait un paddle. Il y a 8 ans, j'ai fait je sais pas quoi. Et où ils ont fait n'importe quoi. Mais on peut progresser. Et il y a qu'à voir encore aujourd'hui des athlètes qui brillent encore après 40 ans. Même sans parler forcément que sport d'endurance, que ça soit dans le tennis, que ça soit dans le trail. On peut prendre Ludo Pomeré ou autre. Est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils maintiennent? Je pense qu'il y a un certain âge aussi où déjà maintenir, c'est encore progresser. Je pense que 40 ans, on peut encore avoir beaucoup de progrès. Quand tu commences à approcher de la cinquantaine, si tu maintiens tes chronos, c'est que t'es dans la progression, parce que du coup, tu luttes contre les petites baisses de qualité qui peuvent apparaître après 50, 60 ans. Bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis d'accord. Effectivement, ça dépend de ton niveau initial. Aussi, si tu débutes totalement le sport, tu vas nécessairement progresser. D'accord? Après, est-ce que c'est sans danger? Oui, c'est quasiment sans danger. J'avais bien mis une phrase que tu avais dit, Xavier, une fois, mais que j'arrive jamais à reciter exactement pareil. C'est que finalement, il y a aucune contre-indication réelle à faire du sport et on devrait trouver, au contraire, une vraie contre-indication à ne rien faire. Ouais. Je sais plus comment on avait formulé ça, mais voilà. Enfin, ça ne peut être quasiment que bénéfique. Il y a vraiment aucune contre-indication quasiment absolue à ne rien faire. On peut tous faire quelque chose, que ça soit adapté ou pas. On peut tous faire du sport. Le seul truc, quand on débute ou quand on reprend, c'est d'être progressif. Voilà. Et c'est que souvent les gens, quand ils débutent, ils sont beaucoup trop volontaires
et ils vont débuter trop fort. Ils vont dire, ah bah ouais, mais j'ai fait une séance, j'ai couru 1 heure, j'ai mal au dos. Bah oui, mais vous faisiez combien d'habitude? Ah bah je courais pas. Alors forcément, vous avez mal au dos. Vous avez débuté beaucoup trop vite. Donc il faut que chaque progrès soit ridicule pour que l'organisme ait le temps de s'y adapter. Donc c'est ça qui est essentiel. C'est vraiment pour moi, progresser de façon ridicule et vous allez progresser. C'est ça. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, de toute façon, je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast sont pas concernés par la sédentarité. Si les gens vont écouter ton podcast, c'est qu'ils sont en activité. Mais c'est vrai que quand on entend dans notre entourage, alors nous en tant que pro de la santé, mais peut-être vous en tant que coureur, en tant que triathlète, vous entendez vos proches, votre famille dire, ah, attention, je peux pas courir, je me blesse tout le temps, je peux pas courir, j'ai mal partout. On en parle dans le bouquin. Il y a Anne Fong Nguyen et Dr Okier qui font un programme de reprise de course pour des gens qui ont arrêté la course à pied depuis plus de 20 ans, qu'ils appellent Capalgan. On se cap pour course à pied, Capalgan comme si c'était un médicament, et globalement, ils arrivent en, je sais plus combien, si c'est 9 semaines ou 12 semaines, je sais plus, à ce que 9 personnes sur 10 arrivent à courir 30 minutes en continu. Donc en fait, tout est une question de dosage. Donc là, les gens qui nous écoutent sont pas concernés par ce que je dis, mais quand moi ça m'irrite un peu des fois d'entendre des gens qui ont peur de courir, qui ont peur d'aller faire de l'effort, qui ont peur de l'activité, parce qu'ils en sont arrivés à un tel point de déconditionnement où quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils vont avoir des problèmes, de la douleur. Peut-être qu'on parlera d'arthrose après, je sais pas. Mais c'est des fois un petit peu frustrant. Mais non, on peut progresser. Moi, je sais que mon 43 ans, mon meilleur chrono sur 10, c'était il y a 10 ans. Je suis pas sûr d'aller rechoper mon 37 au 10, tu vois. Où ça me demanderait un tel investissement et peut-être un tel risque de blessure parce que je fais plus de long et moins de court. Et est-ce que j'ai un intérêt à aller là-dessus? Par contre, je sais que la transpartinique, j'ai fait un chrono. J'y retourne 1 an plus tard, je vais mettre une claque au chrono. Je vais aller gratter 2-3 heures, quoi. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont améliorables. Et c'est alors ça. Moi, j'ai passé les 50 ans maintenant, donc je suis à 52, et j'ai l'impression que mon pic de forme était plutôt à 46. Que mes meilleurs chronos ont été à 46 ans. Alors pourquoi? Parce que j'ai débuté assez tard finalement. Enfin, j'ai débuté à la fin de mes études. Donc j'ai tard, appris plus que t'es médecin. J'ai 30 ans, quoi. 32 ans. C'est ça. Ah, non, plutôt que ça, quand même. J'ai appris, j'ai progressé et j'ai continué à apprendre. Et j'apprends de mes lectures et j'apprends de mon écoute de mon organisme et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et comme je continue à avoir des objectifs de course régulièrement, où j'ai des compétitions tous les ans, je continue à m'investir, à me motiver dans ce que je fais. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis quelques années, je suis obligé de modifier un peu ma façon de programmer. En fait, surtout c'est ma façon de programmer. Et effectivement, j'ai pas la même vitesse que j'avais il y a 10 ans, une vitesse maxi que j'avais il y a 10 ans, mais j'ai fait des progrès sur d'autres choses qui font que ça reste cohérent. Mais voilà, faut programmer autrement. En fait. Parce qu'on a choisi aussi des épreuves d'endurance ou d'ultra-endurance aussi, ce qui fait qu'il y a tellement d'autres facteurs que l'aspect purement physiologique et l'aspect purement physique qu'on peut compenser par de l'expérience, par des techniques mentales, par de la résistance à la douleur et tout ça aussi. Oui, et puis tu as réussi à reprogrammer ta façon de voir les choses, de programmer ton organisme et de le rendre plus finalement aussi performant qu'il l'était il y a quelques années, mais en exploitant des filières un petit peu différentes. Et après, de toute façon, tout ce qui a été acquis avant, et comme on n'a pas relâché tout ce qui est acquis avant, tu conserves quand même une grande partie. Alors Fabrice, avant que l'on aborde ce premier sujet, et Xavier en parlait autour de la sédentarité, de l'arthrose et de ce que on peut entendre autour de ces croyances, est-ce que tu penses qu'il faut quand même, pour quelqu'un qui viendrait à débuter une activité sportive après 40 ans, passer par ton cabinet pour faire un petit check-up préalable avant de vraiment vouloir monter sur une compétition ou se lancer dans un défi sportif? Alors, tu peux le faire voir de 2 façons, en fait. Reprendre une activité physique souple, douce, progressivement, a priori, on n'a pas de souci, sauf s'il y a une pathologie sous-jacente déjà connue. Après, à partir de 40 ans, c'est vrai qu'on conseille quand même de faire un bilan avec une épreuve d'effort assez fréquemment. Enfin, on conseille fréquemment de faire un bilan avec une épreuve d'effort, éventuellement, et puis un électro.
pour dépister les pathologies cardiaques. C'est vrai que, en fait, le début de la reprise, quand tu vas mettre de l'intensité, est une période de danger. Au-delà de cette période, une fois que tu as remis ton organisme en fonction, ça va aller mieux. Mais ce que tu risques, quand tu vas te remettre à une activité intense, si tu veux une compétition, c'est de démasquer des pathologies que tu n'avais pas, que tu avais, mais qui n'étaient pas visibles parce que tu étais tout le temps en repos. Et que quand tu vas te remettre à l'effort, des artères un peu bouchées, bon, bah, elles vont être démasquées. Et c'est là que tu vas te mettre en danger. Donc, cette période de reprise, faut toujours s'en méfier. Après, une fois que bah, tu t'es rendu compte que ton organisme il fonctionnait bien, qu'il s'est remis en mouvement, qu'il a repris l'habitude de bouger, tu passes un petit peu ce problème. Mais par contre, s'il s'agit d'aller commencer par marcher ou faire des balades à vélo, a priori, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est vraiment si tu te remets dans un objectif de compétition, donc tu te remets avec de l'intensité, là, oui, il faut consulter son médecin traitant ou un cardiologue, et ça permet de faire un bilan avant et d'éviter les dangers. Alors, les médecins traitants, parlons-en. Alors, Fabrice, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais on entend souvent dans les cabinets, et j'ai eu le cas, ayant eu entorse, problème de dos, Monsieur Martin, arrêtez la course à pied, c'est mauvais, vous allez avoir de l'arthrose. Alors, est-ce que c'est un constat qui est récurrent, et qu'est-ce que vous avez pu trouver sur ce sujet de l'arthrose et de la course à pied? Est-ce que ça flingue entre guillemets les genoux? Est-ce que c'est mauvais pour nos lombaires et nos disques dorsaux? Qu'est-ce que vous avez pu compiler comme information en vous appuyant également sur la science en plus de vos expériences? Moi, je suis assez content de pas avoir découvert, on va dire, grand-chose en écrivant ce chapitre, parce qu'en fait, ça fait maintenant très longtemps qu'on sait que la course à pied, parce que c'est la course à pied qui est accusée de tous les maux, qu'en fait, la course à pied n'est pas du tout responsable de l'arthrose en tant que telle. L'arthrose, c'est le vieillissement à l'intérieur du corps, on vieillit dehors. Avec Fab, tous les deux, on a perdu quelques cheveux, on a la barbe qui est devenue grisonnante au fil des années qu'on se connaît. On vieillit dehors, on vieillit dedans, et dedans, il y a le cartilage, il y a les articulations, elles vieillissent naturellement. Et en fait, la course à pied ne va pas avoir, hors les athlètes élites qui cumulent plus de 180 à 200 km par semaine pendant 15 ans, mais c'est pas non plus sûr que le genou, notamment parce qu'on parle beaucoup d'arthrose de genou, soit fait pour se taper 200 km par semaine pendant 10-15 ans de compétition à haut volume et tout ça, et qu'en plus ce sont sûrement des athlètes qui courent avec de la douleur, qui courent en ayant des petites inflammations de l'articulation et qui continuent à s'entraîner parce que c'est le métier. Hormis ça, la course à pied ne provoque pas plus d'arthrose. Au contraire même, le fait d'être coureur, on va dire récréatif ou un petit peu en compétition, quand on est aux alentours d'aller jusqu'à 60-80 km par semaine, serait même plutôt protecteur sur la qualité du tissu cartilagineux. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que tel, l'arthrose, on ne peut pas l'enlever. Une fois qu'elle est installée, on ne peut pas l'enlever. Par contre, les symptômes en lien avec l'arthrose, on peut les moduler par l'activité physique de manière générale et de manière contre-intuitive par rapport à ce qu'on entend depuis 20, 30, 40 ans. La course à pied est un super médicament pour l'arthrose de genou. Par contre, plus tu avances dans l'âge, plus tu as d'arthrose et plus il faut être progressif et à la fois extrêmement rigoureux quant au fait de peut-être pas y aller tous les jours, mais un minimum de 4 fois par semaine pour aller courir. Quand tu as 20-25 ans, tu peux t'arrêter 3 semaines et reprendre comme un bourrin. Ton corps te le fera pas payer. Quand tu as passé la quarantaine ou que tu sais que tu as de l'arthrose parce que tu as eu un ligament croisé pété, etc., ou des choses où on sait qu'ils sont arthrogènes, qui favorisent l'arthrose, tu vas avoir par contre une obligation d'être extrêmement fréquent et extrêmement rigoureux quant à la progression et la régularité. Tu peux pas te permettre d'arrêter 3 semaines et de reprendre le même volume d'entraînement avec les mêmes intensités. Ton corps te le fera payer par des douleurs. Et c'est souvent le cycle vicieux. Les gens, en fait, ils ont le même taux d'arthrose, ils reprennent. Ils s'arrêtent pour X raisons, malades, travaux à la maison, machin. Ils reprennent trop fort, ils ont des douleurs. Donc, ils avaient des douleurs, admettons, à 15 km de course. Puis, ils s'arrêtent pendant une semaine parce qu'ils ont mal et que le médecin leur a mis sous anti-inflammatoire et on les arrête. Désolé, Fabrice, sans taper sur les médecins, mais c'est des choses qu'on voit beaucoup. Ils s'arrêtent 15 jours. Puis, ils reprennent et là, ils ont pas mal à 15, mais ils ont mal à 10 km. Puis, ils arrêtent et puis, ils reprennent, ils ont mal à 5, puis ils ont mal à 1. Et après, ils ont mal dès qu'ils font 3 mètres parce qu'en fait, ils se sont déconditionnés. Mais c'est pas la faute de l'arthrose, c'est parce qu'ils ont trop chargé
leur corps et leur capacité à reprendre de manière progressive. J'ai rien à rajouter, il a tout dit. C'est la faute des médecins. Non, mais de toute façon, on sait maintenant aussi que le recours à la prothèse de hanche ou de genou est beaucoup plus tardif chez les coureurs. Ouais. Parce que les coureurs font moins d'inflammation, enfin les sportifs font moins d'inflammation. Or, l'inflammation fait partie du cercle vicieux qui fait que l'arthrose s'aggrave. Quand tu as une crise d'arthrose, c'est une inflammation. L'inflammation va altérer le cartilage. Tu auras un peu plus mal et tu rentres dans un cercle vicieux, arthrose, inflammation, arthrose. Et le fait de courir, de faire du sport a un effet anti-inflammatoire. Ça permet donc d'éviter de ralentir ce cercle vicieux. Et donc, à terme, il y a moins de douleur et à terme, il y a moins de recours à la prothèse chez quelqu'un qui court que chez quelqu'un qui est sédentaire. Donc ça, maintenant, c'est bien clair, il y a plus de doute là-dessus. Après, il faut toujours moduler, effectivement, comme le disait Xavier, ton intensité d'effort, la façon dont tu cours, la fréquence, le volume, en fonction de tes douleurs. Il y a peut-être des moments où il faut ralentir un petit peu, il y a des moments où tu peux remettre un peu de volume. Et encore une fois, c'est toujours d'être progressif. On peut donc trouver des coureurs, si on faisait des radios, qui disposent d'articulations recouvertes d'arthrose, mais qui ne soient pas douloureuses. Enfin, comme les hernies discales, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être présentes, mais sans que ce soit forcément douloureux. Donc, l'arthrose n'est pas un problème en soi. Tu peux avoir mal avec une imagerie concordante d'arthrose, tu peux ne pas avoir mal avec une imagerie où il y a de l'arthrose, tu peux avoir mal sans arthrose, et tu peux avoir mal, et en fait, ce qu'on voit à la radio n'a rien à voir avec ce pourquoi tu as mal. Donc, on peut pas se fier seulement à cette arthrose que pour ça. Par contre, clairement, si tu as eu des gros traumatismes au niveau articulaire, que tu as été des sports, ce qu'on appelle pivot contact, rugby, basket, etc., hand, où tu as eu des gros traumas au niveau du genou et peut-être une opération du ligament croisé antérieur, statistiquement, tu vas avoir beaucoup plus d'arthrose d'un point de vue statistique. Il y a aussi un petit côté génétique. Si tu as une famille où il y a pas mal d'arthrose, on peut le retrouver. Il y a des facteurs de surpoids, il y a d'autres facteurs. Mais en soi, ça ne peut pas être un frein absolue à la reprise ou à la pratique d'activités sportives, et la course à pied par le phénomène d'impact qu'on est toujours en train de dire c'est un sport d'impact, faut faire gaffe. En fait, c'est une excellente chose, et il faut au contraire, même ça serait un des premiers médicaments à donner à quelqu'un, c'est d'essayer un programme de reprise de course gradué pour essayer de diminuer les symptômes en lien avec l'arthrose. Mais l'arthrose, par contre, on pourra pas tant la changer. Le cartilage restant, on peut espérer qu'il soit un peu mieux nourri par l'activité physique, mais par contre, la quantité d'arthrose, une fois qu'elle est là, elle est là. Et en quelque part, on s'en fout, on fait avec. Et les produits miracles que l'on nous vante comme étant des réducteurs d'arthrose ou permettant de régénérer les cartilages, qu'est-ce que l'on peut en penser ? Le cartilage de requin, c'est ça ? Exactement. Il y a toujours pas eu de prix Nobel sur les traitements pour l'arthrose. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose qui était efficace, quoi. Fabrice, de ton œil de médecin généraliste et médecin du sport ? Pour moi, comme l'a dit Xavier, le plus efficace, c'est l'activité physique. Après, sur le reste, on a des injections d'acide hyaluronique ou des choses comme ça qui donnent des bénéfices transitoires, mais ça va pas résoudre le problème définitivement. Puis tu peux pas passer ta vie à faire des injections alors que tu peux passer ta vie à courir. Oh là là, c'est beau ça. On le gardera comme punchline. C'est ça. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est qu'on cherche toujours des solutions à court terme pour diminuer la douleur ou autre. Il n'y a rien malheureusement qui remet du cartilage là où il y en a plus. Mais on sait faire sans, et on peut pratiquer sans. Enfin, avec du cartilage en moins, c'est absolument pas un problème. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est par exemple, avant de parler de l'épisode, on a parlé d'arthrose et pied. Le pied, c'est une articulation, tout le poids du corps passe par le pied, mais bon, aussi au niveau du genou, au niveau de la hanche. Il y a très peu d'arthrose au niveau du pied. Et par contre, quand on parle avec Fabrice d'arthrose et course à pied, il n'y a pas une seule fois on va parler d'arthrose de pied, parce que par contre, l'arthrose de pied, d'un, est rare, et souvent secondaire à des gros trucs traumatiques pas très cool, et c'est pas très bon, et c'est de pas très bon pronostic pour continuer le sport. C'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement invalidant, et ce qui est marrant, c'est que l'articulation, elle est minuscule. L'articulation talocrurale est minuscule, et pourtant elle a
très très peu d'un point de vue prévalence, donc d'un point de vue présence chez l'espèce humaine d'arthrose, alors que elle prend des contraintes de malade sur une surface qui est ridicule. Par contre, si elle est sujette à l'arthrose, tu peux pas courir. Donc tu te dis aussi qu'il y a 100, 200, 300 000 ans, si tu avais de l'arthrose ou un problème, on n'a peut-être pas le temps d'aborder l'arthrose, mais tu avais un problème à la cheville, tu te faisais bouffer. Donc c'est quand même globalement relativement bien résistant comme truc. Et on retrouve de l'arthrose au niveau de la hanche, au niveau des genoux, mais pas tant finalement au niveau de la cheville. Et tant mieux parce que c'est pas de très très bons pronostics. Et par rapport aux pathologies de dos, là on parlait du genou, de la hanche, c'est exactement la même chose. Ce qu'on avait évoqué avec Florence Morisseau quand on avait enregistré le podcast sur les lombalgies, vous disiez que la course à pied, avec cet impact, agissait comme une pompe. Enfin, je te laisse en dire un petit peu plus, mais c'était finalement bénéfique également pour la santé du coureur. Alors en fait, cette étude, elle peut pas dire si les gens ont plus mal ou moins mal au dos, s'ils courent ou s'ils courent pas. Moi, j'ai ma petite idée. Cette étude, elle montre juste que contrairement à ce qu'on pense, les coureurs, plus en gros ils font de kilomètres, là on était au-delà de 60 kilomètres de mémoire sur le plus gros groupe, on avait non-coureurs 20-40 et 40-60 kilomètres par semaine. Les coureurs en fait qui couraient plus avaient des disques mieux nourris, c'est-à-dire de meilleure qualité avec des marqueurs de bonne santé et plus épais. Par contre, on ne dit pas qu'ils avaient plus ou moins mal au dos. Mais l'idée que courir, ça tasse, ça va tasser, ça va faire, etc., on se tasse parce qu'on vieillit en fait, parce qu'on a un peu moins de densité osseuse, on a les disques qui diminuent un petit peu en taille ou autre, mais à groupe d'âge égal, les coureurs ont des disques plus épais, mieux nourris, donc non, ça tasse pas. Et il y a plein de gens de manière pareil contre-intuitive quand j'ai commencé le métier de kiné, on te disait quand les gens ont mal au dos, faut surtout pas qu'ils courent. Et t'avais des gros addicts à la course à pied. À l'époque, je comprenais pas pourquoi les gens couraient et qui te disaient mais en fait, plus je cours, moins j'ai mal. Alors tu vas pas leur dire cours plus, c'est dangereux, mais dans ta tête tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas, et en fait on a pas mal de gens qui arrivent à se guérir en courant. Évidemment, si tu as une énorme hernie discale qui vient comprimer la racine du nerf et que tu as des sensations de fourmillement dans le pied, de brûlure ou autre, et que quand tu essaies de faire tes lacets, tu prends une châtaigne énorme dans la jambe, c'est peut-être pas le moment de débuter la course à pied, ou c'est peut-être pas le moment de reprendre de la course à pied, parce que ça va venir peut-être étirer un petit peu d'un point de vue mécanique le nerf. Mais de manière globale, même si on te dit que tu as de l'arthrose ou que tu es foutu au niveau du dos, va courir, ça ne peut lui faire que du bien. Autre aspect que je voulais aborder avec vous ce matin, un côté un petit peu plus mental sur l'autodialogue et la gestion de la douleur en course. On l'a tous vécu sur vos défis au long cours, moi-même sur marathon, sur un semi, sur un 10 km. Il y a un moment où on se dit, mais là, je n'avance plus, je n'ai plus les jambes. Alors, qu'est-ce que l'on peut se dire ? Est-ce que ça passe par cet autodialogue que je vais vous laisser présenter ? Est-ce que c'est se parler à soi-même pendant que l'on court ? Alors oui, mais de toute façon, tu vas te parler à toi-même pendant que tu cours. T'as que ça à faire. Il y a un moment où tu vas te dire soit qu'est-ce que je fous là, soit tu vas te dire plus jamais. Quel sport de con. Voilà. Mais qu'est-ce que je suis con. Donc forcément, tu l'as cet dialogue. Maintenant, il faut l'orienter de façon à ce qu'il soit profitable. Et on a suffisamment d'études maintenant qui nous montrent que si tu orientes ton dialogue de façon profitable, tu vas t'améliorer. Alors, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu te donnes des instructions, soit tu te motives. Si tu te donnes des instructions, ça sera plus efficace sur des gestes fins. Donc, ça peut être au tennis, place-toi bien, au basket, place-toi bien, place bien tes mains, machin. En course à pied, ça peut être place bien tes appuis. En natation, pareil, fais attention à tes appuis. Et la partie motivationnelle, enfin les instructions motivationnelles sont plus efficaces sur l'endurance et sur l'endurance en fin de course. Donc c'est tu cours bien, t'es beau, ça va le faire, sois fier de toi, la famille sera fière de toi. Enfin, tu peux trouver plein de phrases motivationnelles comme ça. Et il y a même, on peut même t'en donner plein, et tu en testes certaines à l'entraînement qui vont te rendre toi plus efficace. Alors ça va intervenir parce que ça va diminuer un peu la pénibilité de l'effort. Ça va te distraire un peu aussi éventuellement. Ça peut te permettre de maintenir un effort avec une même pénibilité de l'effort. Donc cet dialogue, si tu l'orientes bien, est bénéfique. Donc voilà, profite de ce que tu fais naturellement, mais fais-le orienté. Et là, c'est un entraînement. On est sur un entraînement. Et il faut, comme l'alimentation, comme les séances de VMA, répéter cet entraînement pour en tirer des bénéfices. Comment on procède ?
Alors, tu peux t'entraîner pour avoir l'habitude de le faire, déjà. D'accord? Parce que si tu ne l'as jamais entraîné, tu n'auras pas l'habitude de faire et tu vas te laisser emporter dans ton dialogue négatif. C'est l'effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige du négatif, quoi, où si tu t'es pas entraîné, tu vas rentrer dans la machine à laver et tu vas oublier que tu peux tirer des choses positives alors qu'il y a rien qui va. Et tu peux aussi l'entraîner pour essayer de trouver les phrases qui fonctionnent chez toi. Parce que j'imagine que ma récompense n'est pas nécessairement la même que la tienne, n'est pas nécessairement la même que Xavier. On voit pas l'arrivée de la même façon. Et donc à chacun de trouver et de tester la phrase qui lui va le mieux. Donc ça se travaille en entraînement, oui, bien sûr. Donc là, on est plutôt sur un aspect mental. Quand on dit je n'ai plus les jambes ou je ne peux plus avancer, est-ce que c'est vraiment le physique qui flanche ou est-ce qu'il y a une grosse part justement dans ce dialogue un petit peu négatif, dans ces pensées qui vont un petit peu à l'encontre de ce que l'on était venu chercher, c'est-à-dire la récompense, le passage d'une ligne d'arrivée, un moment de partage? Est-ce que ça passe pas en amont par ces fixations d'objectifs et cette préparation mentale? Est-ce que c'est lié tout ça, l'autodialogue? Alors, notre organisme est fait pour éviter la défaillance périphérique. D'accord? Et tout ce que tu fais, tout ton mental est fait pour éviter que tu aies une défaillance périphérique et que tu te mettes en danger. Alors, à notre époque, si tu t'écroules 15 mètres avant la ligne d'arrivée du marathon, c'est pas dramatique. Par contre, quand on était chasseur-cueilleur, si tu t'écroules parce que tu as donné tout et que tu as la défaillance périphérique, là, tu te mettais vraiment en danger. Donc, notre organisme, il est construit pour éviter ça. Alors, il y a plusieurs théories qui permettent d'expliquer ce phénomène. On a la théorie du gouverneur central de Tim Noakes qui dit que c'est inconsciemment que ton organisme régule l'intensité d'effort via une émotion qui est la fatigue. D'accord? Et c'est ce qui va te permettre de partir à l'intensité que tu vas vouloir sur le marathon et que tu vas intuitivement partir à une allure qui est beaucoup moins rapide que sur un 10 km. D'accord? Et donc ça dépend de tout ce que tu as acquis dans ton expérience, de la récompense que tu vas avoir, de ta connaissance du parcours, de ta connaissance du temps à l'arrivée, de ta connaissance, mais aussi de facteurs environnementaux, la température, parce que tu sais que tu vas pas partir sur un marathon à la même vitesse s'il fait 40 ou s'il fait 10 degrés. Ça va dépendre aussi de ton état physique et de tes dommages musculaires, de tes douleurs, enfin tout un tas de paramètres qui rentrent là-dedans. Tu as le deuxième modèle qui est le modèle psychobiologique de l'effort, qui est celui de Marc Aura, et qui te dit que finalement, ta régulation de l'intensité de l'effort pour éviter de défaillir, elle est plutôt consciente. Et c'est la pénibilité de l'effort. Donc, pour faire simple, tant que ta pénibilité de l'effort est inférieure à la récompense, donc et la récompense, c'est ce que tu vas gagner et quand ça sera, tu vas persévérer dans l'effort. Si la pénibilité de l'effort, elle est supérieure, si tu dis il reste 10 km, et là, j'y arrive plus et la récompense, elle est trop loin, tu vas te désengager. Te désengager, c'est soit abandonner, soit ralentir, comme le mur du marathon. D'accord? Et donc, c'est pareil, ce modèle intègre des facteurs environnementaux, la chaleur, parce que la chaleur augmente ta pénibilité de l'effort. Pour toi, hein, pas pour moi. Moi, quand il fait chaud, c'est bon. Oui, on sait qu'en ce moment, Fabrice, tu ne cours plus, tu ne sors plus, tu ne vis qu'à l'intérieur pour avoir un petit peu de chaleur. Ouais, donc j'essaie d'aller dehors pour voir un peu de luminosité quand même, mais c'est dur. Et donc voilà, donc si la pénibilité surpasse ta récompense, tu te désengages. Et on a un troisième modèle qui est le modèle de la chasse d'eau de Millet, qui dit que c'est la pénibilité à nouveau qui augmente et qui a une marge de sécurité pour pas que ta chasse d'eau déborde en fonction de la pénibilité et que tu peux être amené à te désengager. La même chose si le stock de pénibilité augmente trop. C'est le flotteur, en fait. La zone de vidange, ça va être ça, quoi. Ouais, c'est diminuer la vitesse à laquelle ça se remplit et tout faire pour réussir à vider au maximum la chasse d'eau. Est-ce que l'on peut, sur des épreuves longues comme ça, avoir une gestion de la douleur? De se dire, je la sens arriver, je vais la contrôler et je vais pouvoir repartir derrière. Vous qui êtes des adeptes des épopées au long cours, comment vous faites quand la douleur arrive, que mentalement vous sentez que ça commence à vaciller un petit peu, mais pour repartir et garder finalement le cap, ce pourquoi vous êtes venu? Je pense que il y a un truc qui est important. J'ai écouté ça l'autre jour. Je sais plus qui disait ça, mais j'ai bien aimé. C'était peut-être Patrick Bringer sur un podcast. Et en fait, je trouvais que ça résumait pas mal.
il y a un truc, c'est que je pense que c'est pas possible d'aller chercher très loin d'un point de vue douleur beaucoup de fois par an. C'est-à-dire que une épreuve, 2 épreuves par an sur du très 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 long, où tu vas être capable d'amener ton corps à cette capacité à tolérer de la souffrance. Ce que j'ai eu des ampoules au 4e kilomètre sur la Transmartinique. J'ai très très mal géré mes pieds comme un pur débutant alors que j'ai 15 ans d'expérience. J'ai eu mal à partir du 4e kilomètre. Ça a été un début d'enfer à partir du 20e. Donc j'ai fait 115 kilomètres avec plus de pieds, avec des pieds défoncés, des ampoules pas possibles. Je récupère à peine 2 mois plus tard mes pieds, avec encore de la peau, etc. De la peau qui s'est pas régénérée. Et je pense qu'il faut déjà une grande disponibilité, pas mal d'entraînement et une grande disponibilité pour aller tolérer l'inconfort et la douleur. Et c'est en ça aussi que je pense que l'objectif final est vraiment important, mais il faut se calmer quant au fait d'aller sur 4-5 objectifs par an, comme j'en vois certains là qui, pour préparer un UTMB ou autre, veulent absolument faire le plus de courses possible pour se préparer. Il y aura forcément des échecs quelque part parce qu'il faut de la disponibilité, de la fraîcheur pour tolérer ça, je trouve. Et puis je pense qu'effectivement, quand tu as 1 ou 2 compétitions majeures dans l'année, tu as toute ta motivation et ta récompense est plus importante. Ouais. Et donc, ça te permet de tolérer une plus grande pénibilité de l'effort. Parce que tu donnes tout pour cette compétition qui est ton objectif de l'année. Ensuite, tu peux aussi t'entraîner pour supporter la douleur. C'est-à-dire que le sportif d'endurance, naturellement, a le même seuil de douleur que le non-sportif. Par contre, il est capable de supporter une douleur atteignant ce seuil beaucoup plus longtemps. Troisième chose, c'est que à l'entraînement, tu peux aussi t'entraîner pour avoir moins de douleur. C'est-à-dire que ce que fait faire Xavier et ce que moi je fais faire aux quelques athlètes avec qui je travaille, c'est de la musculation. La musculation va limiter les dommages musculaires et tu auras moins de douleur en compétition. D'accord ? Donc tu vas aussi travailler en amont. C'est aussi anticiper. Être performant, c'est pas que gérer la douleur durant l'effort. Ça en fait partie, mais c'est anticiper pour avoir moins mal. Et donc limiter les dommages musculaires, entraîner tout le système périphérique finalement pour qu'il y ait moins de déclenchement de la douleur. Il y a entraîner le système périphérique, moins de douleur, et entraîner le système mental, mieux gérer la douleur, entraîner le système mental, mieux supporter la douleur. La difficulté, elle est sur l'évaluation. Xavier, tu le sais, on passe par ces échelles RPE de 0 à 10 au niveau de l'intensité de la séance. Mais quand on n'a jamais été vraiment au bout du bout dans ces retranchements les plus éloignés, c'est compliqué de se dire cette séance-là, elle vaut 8, elle vaut 9, elle vaut 10. C'est ce qu'on souhaite atteindre, mais comment être sûr qu'on a bien été jusqu'au bout de ses capacités, de ses possibilités. Et j'en parlais avec une athlète que j'accompagne pour une préparation. Elle me dit, moi je trouve que c'est souvent difficile de me positionner entre le 0 et le 10. Elle dit, j'ai du mal à avoir cette perception de la douleur, cette difficulté. C'est pas simple. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques astuces aux auditeurs ou est-ce que c'est vraiment là propre à chacun? C'est comme la douleur, hein, quand t'es soignant et que t'as quelqu'un qui te dit qu'il a mal à 8 sur 10 ou 7 sur 10, tu peux pas savoir c'est quoi pour lui son 7 ou son 8 sur 10. On peut donner avec l'échelle de Borg modifiée là que nous on utilise de 0 à 10 parce que c'est plus facile, à quoi ça correspond par rapport à la sensation, par rapport à la difficulté. Mais pour rebondir sur la question d'avant, en fait, il y a une différence entre la sensation et la difficulté aiguë d'une séance de fractionné VMA ou autre où tu vas avoir mal, où tu vas avoir des sensations désagréables pendant 5, 6, 7 minutes en fin de série où tu sens que tu tiens plus. Et comme Fabrice allait faire le marathon des sables ou le GTVO, c'est ça? Pardon, GTVO, c'était à côté de la maison, c'était à Vallée d'Osso. Le GTVD où tu vas faire une diagonale des fous ou un UTMB où là, ton inconfort, il dure 20 heures d'affilée. Donc en fait, là, on est au-delà du RPE, on est sur une préparation du corps de manière globale. Mais pour revenir aussi à ta coureuse, c'est aussi intéressant qu'elle aille chercher loin et fort, quitte à se tromper dans son virtuel ressenti, même si j'aime pas ce terme-là. C'est qu'en fait, ça s'apprend aussi d'aller se rentrer dedans sur des séances courtes. Ça s'apprend d'être capable d'aller réaliser une belle séance de seuil, une belle séance de VMA, une belle séance de VMA ascensionnelle. Ça s'apprend aussi d'aller chercher
d'aller chercher loin, d'aller chercher fort. Et c'est l'expérience, hein. C'est ce que j'allais dire, Fabrice, ouais. Ça fait partie des expérimentations, de l'entraînement, ça passe pas, et on réajuste derrière. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, ton cerveau, en fonction de toutes ces expériences, que ça soit à l'entraînement ou en course, se réinitialise et se dresse un nouveau cheminement possible et une nouvelle intensité possible sur les prochains efforts. Donc il y a encore beaucoup à apprendre avec toutes ces séances d'entraînement, ces objectifs qui vont être fixés. Et autre aspect important, on bascule sur une thématique, à savoir l'alimentation. Alors, est-ce qu'on peut démêler, pas le vrai du faux, mais faire un petit peu une mise à plat de tout ce qui existe sur le marché entre les bars, les gels, les hydrogels, les différentes boissons hypo, iso, hypertoniques? Fabrice, comment on fait pour s'alimenter à l'effort et en quoi c'est important de s'alimenter pendant l'effort? Alors, c'est important de s'alimenter pendant l'effort, que ça soit en compétition ou à l'entraînement, parce que ça améliore les performances, parce que ça permet de diminuer la baisse du glycogène musculaire. Le glycogène, c'est notre molécule avec laquelle on stocke le glucose dans nos muscles. Parce que ça permet de maintenir une glycémie suffisante durant tout l'effort, parce que ça limite les dommages musculaires, et qu'une partie de la baisse de performance, on en a parlé tout à l'heure, c'est la douleur liée aux dommages musculaires, donc c'est important de le faire. Après, comment il faut le faire? Bon, il faut des glucides. Idéalement, il faut de l'eau aussi. Idéalement, il faut du sodium pour se maintenir l'hydratation, et parce qu'en plus, le glucose pénètre dans les cellules intestinales, puis dans le sang, via des transporteurs qui fonctionnent avec du sodium et de l'eau. Donc après, durant l'effort, il faut qu'on ait des glucides qui viennent rapidement. Parce que si tu prends des lentilles et que ça stagne 1 heure dans l'intestin avant d'être digéré confortablement, c'est pas bon. Mais t'auras des glucides. T'auras ingéré des glucides, mais tu pourras pas les utiliser. Voilà, donc il faut que ça soit plutôt des index glycémiques élevés, donc des éléments qui sont rapidement disponibles. Et dans ce cas-là, on a beaucoup de choses. On a le glucose, la maltodextrine, et on peut l'apporter soit sous forme de boisson, qui est une solution tout en un, parce que dans une boisson qui est bien construite, tu as du glucose, de l'eau et du sodium, ce qui est essentiel. Tu peux l'apporter par des gels, tu peux l'apporter par des bars, tu peux l'apporter par des patates douces, tu peux l'apporter par des pommes de terre, avec des volumes plus ou moins différents. C'est-à-dire qu'un gel, tu peux l'avoir super compact. Une purée de pommes de terre, avoir autant de glucides, ça va être compliqué. Donc, tu vas avoir un truc qui est un peu plus volumineux. Une compote de pommes de fruits, ça va être un peu plus volumineux aussi. Mais c'est des glucides qui seront disponibles. Donc, c'est bien. Après, c'est aussi une question de choix de goût personnel. Toi, peut-être que tu vas faire un trail tranquille dans un esprit très nature et avaler un gel qui est hyper industrialisé, ça va pas te plaire. Mais par contre, si tu es sur un marathon ou sur un triathlon qui va vite et que tu vas apporter des glucides, te retrouver à manger une purée de pommes de terre, ça va pas être super efficace. Et donc, le gel a un côté pratique et gestuel qui est plus facile. D'accord? Parce que c'est pareil, sur un marathon, quand tu vas vite, avaler une barre de céréales qu'il va falloir mâcher, c'est compliqué. Après, tous ces produits destinés à l'effort, ou quasiment tous, ont sont une bonne solution glucides et fonctionnent bien en termes d'apport de glucides. Moi, je mettrais un bémol aux pâtes d'amandes où il y a beaucoup de gras, où ça va ralentir la digestion. Mais tout ça, c'est une solution à prendre en compte, avec vraiment un environnement qui va te permettre de décider la gestuelle, le plaisir et le goût personnel, l'intensité d'effort, ton côté écolo ou pas. Voilà. Alors, par contre, l'inconvénient des bars, des gels, des pâtes de fruits et tout ça, c'est qu'en général, il n'y a pas de sodium dedans. D'accord? Donc là, il va falloir que tu trouves une autre solution. Et la boisson, l'avantage, c'est qu'il y a du sodium si tu la choisis bien. Après, quand tu vas entrer sur du très long, comme Xavier l'a fait sur la Transmartinique, là, tu vas avoir besoin d'un apport protéique dans la journée, quand même. Et comme tu pars sur du très long, je pense que Xavier, tu as dû manger des trucs plaisir aussi durant la course. Du rôti de dinde. Voilà. Parce que si tu que ça. Non, mais oui, mais ton rôti de dinde, t'en avais envie. Mais grave. Il t'a fait plaisir.
il a baissé la pénibilité de l'effort, et même si il a peut-être pas la même densité énergétique pour faire bouger tes muscles, il va avoir baissé ta pénibilité de l'effort et il va te permettre de trouver de la motivation pour continuer. D'ailleurs, peut-être qu'au prochain ravitaillement, tu étais aussi motivé pour aller trouver ce qu'il y avait à manger au prochain ravitaillement, dire bah là, je vais manger, je sais pas encore, du rôti de porc ou n'importe quoi. Ouais, non, Donc, non, mais c'était à la base de vie. Puis il y a tout ce côté aussi, voilà, sur le très long, d'avoir aussi ce temps pour aller absorber du solide pendant que entre les ravitaux où t'as peut-être un petit peu moins de choses, tu t'es plutôt sur du liquide, sur de la compote, sur de la boisson d'effort ou autre. Et du coup, c'est quand même, sur ultra très long, c'est sympa d'avoir un petit temps de petit repas pour avoir, voilà, ça fait baisser la pénibilité. Et puis tu sais aussi que tu ingères, je sais pas comment on peut dire ça, une sensation de plénitude au niveau de l'estomac qui est agréable aussi, quoi. ah, on est d'accord. Donc en fait, il y a toutes ces façons de faire. Après, ça peut être différent de l'environnement. Je sais que par exemple sur mes ultras à la chaleur, là sur le GTVD ou sur le marathon des sables, j'emporte des aliments avec de la menthe parce que la menthe diminue la pénibilité de l'effort quand il fait chaud. Et je me suis même fait un extra sur le GTVD où à un moment, sur l'étape longue, qui faisait 60 km, je m'étais dit, pour cette étape, le dernier truc, je vais me faire un mojito. Et donc, je m'étais mélangé citron et menthe. Et rien que le fait de l'avoir fait en avance et de me l'être programmé Comme étant un pour mojito. la fin de course, t'avais une espèce de récompense intermédiaire qui te permet de poursuivre dans ce que tu fais, en fait. Et donc, c'est très important d'apporter des glucides. Les quantités peuvent être énormes, hein, parce que maintenant, bon, on commande de 50 à 80 grammes la plupart du temps, mais plus l'effort est long, plus on peut aller haut, et on peut même aller, si tu vois, sur certains Ironman, des athlètes qui valent plus de 120 grammes par heure d'effort. Donc là, il faut une entraînabilité, Fabrice. On Ah va pas oui. passer et apporter 120 grammes par heure si on n'a pas l'habitude. Là, c'est la casse-toilette assurée. Ouais, sinon tu cours à la catastrophe, effectivement. Il faut commencer par avaler. C'est un entraînement digestif. On a prouvé que ça fonctionnait. On augmente le nombre de transporteurs intestinaux au glucose. Et on commence par 90 grammes de glucides par heure d'effort. Donc ça s'entraîne en amont. C'est aussi pour ça qu'il faut manger durant ces compétitions. Parce que souvent on voit des athlètes, ah ouais, mais je prends des gels en compétition, ça passe pas. Ah ouais, mais tu t'entraînes à l'entraînement? À manger des glucides? Bah non. Ah bah alors forcément, tu vas pas entraîner. C'est comme l'entraînement physique. Si on te demande de faire un 100 mètres mais que tu l'as jamais travaillé avant, ça va être compliqué. Tu risques de te blesser. Enfin voilà, c'est la même chose. Il faut entraîner en amont. Et donc tu fais 90 grammes durant un certain temps, et après tu peux faire plus. Et certains athlètes arrivent à aller jusqu'à 120 grammes de glucides par heure d'effort. Attention, ce n'est que durant l'effort et durant un effort intense que c'est efficace. Et ça te permet aussi de limiter, il y a des études qui le montrent, de limiter les dommages musculaires. Et qui dit limitation des dommages musculaires, moins de douleur. Et on arrive à l'arrivée avec moins de douleur, on arrive plus rapide en fait. Et donc sur Ironman, on a pas mal maintenant qui déclarent, qui publient leurs données. C'est très intéressant, ils publient leurs données. Et on a plus de 120 grammes par heure. Et donc sur les prises alimentaires, on est sur un fractionnement toutes les 20 minutes. Est-ce qu'il vaut mieux consommer des petites quantités régulièrement ou quand même espacer de 15-20 minutes les prises alimentaires pour que ce soit quand même suffisamment conséquent? Alors vaut mieux espacer de 15-20 minutes, mais pas plus que ça. Et moins, c'est difficile cette quantité. Mais 15 minutes, ça fait déjà, c'est déjà souvent. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que non seulement tu t'occupes de courir, de pédaler ou de rouler ou de faire ce que tu veux, mais qu'en plus tu t'occupes de vraiment penser à manger régulièrement. Ça se travaille en amont, c'est pareil. La gestuelle se travaille en amont, la capacité à y penser se travaille en amont. Tout se prépare, le ravitaillement, savoir comment le ravitaillement est construit, savoir comment je vais m'adapter, savoir comment je peux modifier les choses si j'ai fait une erreur. Par exemple, si tu passes sur les publications encore sur Ironman, là, sur les championnats du monde à Nice, à Kona cette année à Hawaï, où il y a des gens qui ont perdu leur bidon sur le vélo. Comment tu t'adaptes? Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu ou voilà. Et comment je vais pouvoir m'adapter à ça? Et c'est pour ça que ce qu'on cherche avec Xavier, c'est que les gens soient autonomes. C'est-à-dire que ça, c'est pas programmé. Il a pas programmé de perdre son bidon avec 50 grammes ou 60 grammes de glucides en moins. Et comment il va s'adapter? Et donc, par exemple, cet athlète qui parlait, finalement, il a fini le marathon en mangeant un gel toutes les 10 minutes pour compenser ce qu'il avait perdu avant. Donc voilà.
c'est important, il faut le travailler en amont, il faut avoir prévu, il faut avoir des solutions de secours, il faut avoir pensé aux solutions de secours, il faut à ce moment-là être préparé mentalement et se dire, c'est pas se dire c'est la catastrophe, se dire changer notre façon de faire, c'est comme on parlait avec l'autodialogue, c'est pas se dire c'est la catastrophe, c'est comment je m'adapte. D'accord. J'ai un plan B, j'ai un plan C, je sais réagir et je sais ce que j'ai besoin. Mais comme je me connais, je sais pouvoir m'adapter même si j'ai pas prévu cette solution, enfin cet échec-là. Et c'est valable pour l'alimentation, l'hydratation, c'est valable aussi si tu as une douleur de pied, si jamais tu t'es tordu la cheville et que tu sais que tu peux continuer un petit peu, à quel moment voilà tu adaptes ta foulée, etc. Comment tu te positionnes pour continuer à avancer malgré tout, quoi. Une douleur de genou, il y a toujours à un moment donné sur un ultra une petite douleur quelque part qui apparaît. Enfin, la plupart du temps, tu as toujours un petit truc qui marche, et c'est comment s'exposer à ça et comment s'adapter pour que ce soit que ça t'empêche pas de continuer, quoi. Fabrice, tu nous incites à quand même aller lire les étiquettes des produits qu'on va pouvoir choisir pour cette alimentation et ces boissons d'effort. Eau, glucides, sodium. Qu'est-ce que l'on fait de tout ce qui est un petit peu périphérique, les vitamines, les minéraux? Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre ces ingrédients-là en parallèle de ces glucides et de cette eau avec le sodium? Ou est-ce que c'est purement marketing? Alors, on a besoin absolument aussi, dans un produit comme ça, de vitamines B1 à B6. Alors, pas nécessairement toutes, mais au moins 2 ou 3 des vitamines de B1 à B6 qui participent à la production d'ATP, donc la molécule énergétique, à partir des macronutriments, donc glucides ou lipides. D'accord, donc ça, c'est aussi important. Ensuite, on a des choses qui peuvent être intéressantes, comme un peu de protéines, surtout quand on fait du long. Ensuite, on a ce qui est important aussi, c'est le mélange de glucides utilisés, glucose et fructose. Si on est sur un effort qui va durer plus de 2h30, on va avoir besoin de 90 grammes de glucides par heure, ou de beaucoup, en tout cas plus de 60 grammes de glucides par heure, et on ne pourra le faire qu'avec un mélange de glucose et fructose, parce que nos capacités d'assimilation du glucose se limitent à 60 grammes par heure. L'intestin a un nombre de transporteurs qui est limité, sauf si tu l'entraînes. Mais donc, il va falloir, si tu fais ça, il faut un mélange de glucides. Ensuite, tu peux avoir du magnésium. L'intérêt dans la boisson de l'effort, par exemple, n'est pas prouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas prouvé. Potassium, même chose, pas prouvé. Vitamine C, un effet antioxydant en petite quantité, pourquoi pas. Tu trouves parfois de la vitamine E, mais la vitamine E, elle est liposoluble, donc elle est assimilée en présence de gras, aucun intérêt. Parce que dans ta boisson, il n'y a pas de gras, donc tu vas pas l'assimiler. Tu trouves les antioxydants, bon, donc c'est la vitamine C, mais c'est pas un critère unique de qualité. Et tu trouves par exemple des boissons qui sont bio, antioxydantes, mais qui n'ont pas assez de sodium, qui à mon sens sont plutôt marketing, parce qu'elles vont te dire bio et antioxydant, toi tu vas dire chouette, c'est bon, mais s'il n'y a pas de sodium ou que les glucides, le bon mélange de glucides n'est pas adapté, ça en fait une boisson moyenne. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter le marketing et vraiment choisir ces critères essentiels. Critères essentiels, glucose, enfin, glucides, qualité des glucides, boisson isotonique, sodium, vitamine B1 à B6, éventuellement un peu de protéines, et après, on passe sur des critères mineurs. Quid de ces nouvelles boissons hydrogel? C'est un sujet que vous traitez. Donc, il y a un chapitre dans cet ouvrage sur la science de l'endurance. Qu'est-ce que c'est et quels seraient finalement les avantages de ces boissons dites hydrogel? Alors, les boissons hydrogel, l'hydrogel, c'est un gel que tu vas former autour de ta molécule de glucose pour la cacher au niveau de l'estomac et qu'elle passe plus rapidement de l'estomac à l'intestin et qu'il n'y ait pas d'impression de saturation au niveau intestinal, gastrique, parce que c'est un des freins à la digestion. Donc, tu l'encapsules avec de l'alginate, qui est une algue, et de la pectine qui vient de la pomme. Et les deux en milieu acide, donc dans l'estomac. Donc, tu constitues ta boisson, tu mets les deux. C'est pas trop acide, donc ça reste séparé. Tu passes dans l'estomac, ça forme un gel autour du glucide, parce que c'est en milieu acide. Ça passe l'estomac, ça arrive dans le duodénum. Comme c'est moins acide, le gel se défait et libère le glucose qui va être disponible pour l'effort. D'accord? Donc, c'est ça le principe de cet hydrogel. Sauf que il nous reste un problème. Il nous reste un problème, c'est le nombre de transporteurs intestinaux au glucose, qui est limité à 60 grammes par heure. Et donc,
avec cet hydrogel, tu vas pas franchir ce frein. Tu vas franchir le frein qui est gastrique, mais tu vas pas franchir l'autre frein qui est intestinal. D'accord ? Donc, pour l'instant, il reste des barrières à franchir encore. Et les études scientifiques montrent à l'heure actuelle que c'est ni mieux ni moins bien qu'une autre boisson au niveau confort digestif et performance. En gros, tu as augmenté le nombre de voies sur l'autoroute, mais tu n'as pas du tout augmenté le nombre de péages. Donc, tu as toujours un embouteillage au niveau du péage. Tu n'auras pas plus de voitures qui passent par heure. Tu n'auras pas plus de glucose qui pénètre. C'est comme ça que je l'ai compris. Après, peut-être que je me trompe. Oui, c'est toute façon de voir aussi, tout à fait. C'est ça, c'est que ou même tu as une voiture qui est plus rapide, mais il y a toujours le même embouteillage. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça. Alors, par contre, en pratique, certains athlètes, ils trouvent un confort. En plus, la boisson est assez neutre en goût. Certains athlètes, ils trouvent un confort. Si eux, ils trouvent leur confort, allez-y. Il y a aucun, j'ai rien contre. Mais c'est pas la boisson waouh qui va te faire performer. Il y a rien qui prouve aujourd'hui que ça améliore les performances. Pour l'instant, c'est pas un miracle. Alors, j'avais 2 dernières questions avant de vous libérer parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Xavier, il va falloir aller s'occuper des patients au cabinet. Pour les personnes diabétiques, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, comment on va pouvoir s'alimenter parce qu'on parle de glucides? Quelle va être la stratégie pour les coureurs qui sont atteints de diabète? Alors déjà, ça dépend de quel diabète, si c'est du diabète de type 1 ou de diabète de type 2. Le problème de la personne diabétique de type 1, c'est qu'il n'y a plus de sécrétion d'insuline, donc on n'a plus la souplesse qu'on pourrait avoir pour quelqu'un qui n'est pas diabétique. Par contre, avec les pompes et les nouveaux lecteurs de glycémie, on a fait d'énormes progrès et on peut gérer autrement. Mais par contre, ça va demander une plus grande adaptabilité en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a moins de droit à l'erreur. Et donc, ça va dépendre aussi de l'intensité d'effort que toi, tu es capable de gérer parce que ton organisme a la grande fluidité de sécréter de l'insuline et d'arrêter d'en sécréter en fonction des besoins. Le diabétique ne l'aura pas. Donc, il faut apporter des glucides en quantité variable à contrôler avec la glycémie en permanence et très régulièrement comme on le ferait pour quelqu'un d'autre. Mais ça va être de l'ordre de... ça peut être de 15 grammes par heure à 50, à 60, 90 grammes par heure, même parfois plus sur des efforts intenses. Et ça dépend de chacun. Ça dépend de l'organisme de chacun, de sa réactivité. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut apporter des glucides régulièrement durant l'effort. Et les capteurs de glycémie qui voient le jour aujourd'hui sont utiles en cela. C'est-à-dire qu'il y a une lecture instantanée sans avoir besoin de s'arrêter et de piquer le doigt. Ouais, ils ont les informations et puis ils ont la pompe à insuline qui peut sécréter de l'insuline, enfin relarguer de l'insuline parce qu'elle sécrète pas d'insuline pour le coup. On a sorti ça aussi pour les coureurs, hein, pour les triathlètes ou autres. Ils ont sorti, je dirais pas de marque, mais ça a été sorti. Mais c'est arrêté. Je sais pas à quel point. Voilà, c'est ça. Nous, on a regardé chez Ibex, on a regardé est-ce que ça peut être une vraie plus-value pour nos athlètes performants ou même un peu moins performants, etc. On n'a pas. Moi, j'ai testé. On n'a pas j'ai testé et déjà ça se déconnectait. Ça porte le nom de notre espèce, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, ok, c'est ça. J'ai testé, ça se déconnectait quand tu cours. Le problème, c'est que quand ta glycémie baisse et que le capteur t'en informe, c'est déjà trop tard. En fait, parce que le temps d'assimiler tes glucides va déjà être trop bas. Donc c'est un indicateur parmi d'autres. Alors moi, j'ai trouvé le seul intérêt pour moi, c'était de comprendre un peu comment mon organisme fonctionnait et de voir ma réactivité au repos, aux glucides, aux choses comme ça. Mais pas en compétition, parce qu'en plus, ça passait par le téléphone. Alors, sur un trail, tu peux avoir le téléphone, mais sur un triathlon, t'as pas ton téléphone. Donc moi, par contre, l'intérêt, c'était de comprendre comment mon organisme fonctionnait et que ça, c'était ma glycémie, elle explosait ou que ça n'explosait pas en fonction des petits déj, en fonction des machins. Donc ça, c'était intéressant. Alors, dernière question, et Fabrice, c'est toi qui vas répondre parce que Xavier m'a dit on va laisser Fabrice répondre à cette question sur le jus de cornichon. C'est une question posée par Vincent, un Patreon. Alors, je sais pas s'il ouvre sa boîte de cornichons et qu'il vide le contenu pour ne garder que le jus. Est-ce qu'il y a un intérêt et d'où vient cet attrait soudain pour ce jus de cornichon? Est-ce qu'il y a des bénéfices en tant que coureur, notamment au niveau de la lutte contre les crampes? Alors, il y a quelques études qui en parlent. Alors, le problème, c'est qu'étudier les crampes, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand tu vas cramper.
Tu crampes en compétition la plupart du temps, donc c'est compliqué de venir te bloquer en compétition et regarder, dire tiens on va tester vis-à-vis d'un autre prend le jus de cornichon. Donc c'est compliqué. Et donc on a fait des crampes électro-induites. Par contre, on s'est rendu compte qu'avec du jus de cornichon, on passait de durée de crampe de 150 secondes, je crois, à des durées de crampe de 134 secondes avec de l'eau pure et à 85 secondes avec du jus de cornichon. Donc on diminuait de 49 secondes, il me semble, la durée des crampes. En fait, et parce que ça stimule des récepteurs qui s'appellent TRP. Et des TRP, on en a plusieurs, et notamment on a deux types de TRP. On a les TRP A1 et les TRP V1. Les V1, ils sont réceptifs. Alors je sais plus dans quel ordre, mais enfin bon, ils sont réceptifs à des substances assez fortes. Donc le piment, la cannelle, le jus de cornichon, et là j'ai découvert récemment aussi le wasabi, la moutarde, et qui, en stimulant ces canaux qui régulent les flux ioniques, on peut avoir un impact et diminuer la durée des crampes. Donc ces récepteurs, on en a au niveau de la bouche, on en a dans le tractus digestif supérieur. Et donc oui, ça montre une certaine efficacité. Et pour avoir donné une conférence il y a pas très longtemps, j'ai un kiné qui m'a dit que lui, ils en donnaient à leurs rugbyman et que ça avait l'air de fonctionner durant les matchs. Et j'ai entendu aussi Gaël Monfils sur l'Open d'Australie il y a pas longtemps dire qu'il avait pris du jus de cornichon durant les matchs aussi contre les crampes. Donc pour l'instant, on a quelques études qui montrent que c'est efficace. Après, mettre en pratique sur un cours de tennis, c'est facile, tu as ton sac avec tes affaires et tout. Sur un ultra trail, c'est jouable parce que tu as ton sac avec tes affaires dans ton dos. Sur un triathlon, c'est plus compliqué, il faut emmener une fiole de cornichon. Mais ça montre une certaine efficacité que j'ai pas encore testé, mais qui est assez rapide quand même. Alors, est-ce que c'est du jus de cornichon broyé, c'est-à-dire on extrait le jus, ou est-ce que c'est la solution de vinaigre dans lequel baigne le cornichon ? A priori, c'est plutôt le vinaigre et la solution qu'il y a dedans. Ok, bon, Vincent a sa réponse. On verra si il continue à tester. Mais encore une fois, le mieux pour lutter contre les crampes, c'est s'entraîner un peu plus fort, en progression, pas se blesser et pas partir comme des couillons sur une épreuve. Parce que plus tu pars fort, plus il y a de chances que tu crampes à un moment donné si t'as dépassé ta limite physiologique ou musculaire quand même. On est d'accord. Hein, avant le jus de cornichon, calme-toi au départ, entraîne-toi plus fort, fais de la muscu. Il y a peut-être un peu plus de chances que ça crampe un petit peu moins. Et mange bien durant l'effort. Ouais. Merci les garçons d'avoir pris du temps ce matin pour enregistrer cet épisode sur le tome 2, la science de l'endurance. On a abordé quelques stratégies parmi ces 32 présentes dans ce nouvel ouvrage. On va inviter les auditeurs à parcourir ce deuxième opus après peut-être avoir parcouru déjà le premier. C'est aux éditions Thierry Soucard avec donc Fabrice et Xavier les auteurs et en partenariat avec Jogging International. Est-ce qu'il y aura un troisième opus ou est-ce que vous allez vous réduire un petit peu dans l'activité d'écriture ? Il n'y a pas de troisième opus prévu pour le moment. Non. Et a priori, on n'a pas d'idée pour le moment. Non, peut-être on verra plus tard à discuter. Quelle sera votre actualité sur le plan là sportif ? Alors Fabrice, tu attends la chaleur avec impatience. À toi les routes d'Espagne pour rouler sous la chaleur. Ouais, alors l'Espagne, ça sera que cet été. Donc pour l'instant, je vais patienter et je vais essayer de profiter du printemps quand il arrivera et je ferai l'Ironman des Sables d'Olonne cette année comme objectif principal. Et Xavier ? Moi, ça sera la la Pic-Ariège, pardon. Je suis descendu la Pic-Ariège sur le mois d'août et de nouveau la Transmartinique normalement au mois de décembre en passant par un joli petit trail en Guadeloupe, le Trail du Café. Donc que du long pour l'instant cette année. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir pris du temps pour enregistrer cet épisode. Et puis, si les auditeurs ont des questions, des compléments d'informations à vous demander, eh bien, je les renvoie vers vos différents réseaux. Vous êtes disponibles et accessibles et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Mais merci à vous deux, c'était très sympa. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Bon Xavier, bon courage pour cette journée au cabinet. On t'a fait lever aux aurores, mais c'était très agréable. Et donc, merci à vous deux pour cet épisode. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.